Alors, maintenant que nous avons parlé de l'immunité passive et de l'immunité active, d'ailleurs, avant d'aller plus loin, je voudrais que vous vous posiez la question, ou du moins que vous soyez capable de comparer les deux formes d'immunité, l'immunité passive et l'immunité active. Vous devez être capable de les comparer, d'accord? Capable de dire quels sont les avantages de l'un et les inconvénients, d'accord? Vous devez être capable de connaître ce que c'est que la variolation et ce que c'est que la vaccination. Alors, les deux peuvent être parfois interchangeables, mais pas systématiquement. D'accord? Parce que la vaccination n'est pas toujours la variolation. D'accord? Alors, à ce point, nous allons aborder les vaccins. C'est quoi un vaccin? Un vaccin est une préparation d'un agent pathogène ou des produits de cet agent pathogène-là qui peuvent être utilisés pour stimuler l'immunité. D'accord? Ça va produire une protection contre un agent infectieux ou contre les produits de cet agent infectieux. Alors que lorsque je parle de produits d'agents infectieux, je parle par exemple des toxines. D'accord? Donc, un vaccin permet de produire une protection de l'individu et de prévenir la propagation de l'agent infectieux dans la population. Alors, cet aspect est vraiment très important et ça nous prépare au terme qui va suivre. Ce terme qui va suivre, c'est l'immunité collective. Alors, cette immunité collective, c'est lorsque la majeure partie d'une population est vaccinée contre un agent infectieux, de telle sorte que vous avez seulement une partie infime, une toute petite partie de la population qui n'est pas immunisée. Alors, le fait que la majorité de la population soit immunisée fait que lorsqu'un agent infectieux arrive dans une population, cet agent infectieux va être neutralisé avant que théoriquement ça n'arrive à ceux qui n'ont pas eu l'opportunité d'être immunisés contre l'agent infectieux. Alors, encore une fois, l'immunité collective va prévenir en fait l'agent infectieux de se propager chez des sujets qui en fait n'ont pas été vaccinés. La question que je pose, et vous n'avez pas à répondre à cette question maintenant, mais je voudrais que vous vous souveniez de cette question et que après ce cours, vous preniez le temps de réfléchir sur cette question. C'est pourquoi pensez-vous que dans l'immunité collective, l'agent infectieux ne peut pas se propager? Pourquoi l'agent infectieux ne peut-il pas se propager lorsqu'une population a atteint ce qu'on appelle l'immunité collective? Donc, je voudrais que je voudrais que vous réfléchissiez à cette question-là, d'accord? C'est une question qui pourrait venir à l'examen. Donc, faites cette question. Cette question fera partie des TD. On va aborder ça, mais réfléchissez déjà à cette question. Le terme suivant, le suivant terme que nous allons définir, c'est, enfin, pas définir puisqu'on a déjà défini le terme, c'est le terme vaccination. La vaccination, elle est responsable du déclin de plusieurs maladies. Plusieurs maladies. Alors, moi, quand je grandissais, j'ai connu autour de moi des personnes qui étaient victimes de polio. D'accord? Bon, peut-être que vous, je pense que vous avez dans la vingtaine,
j'imagine que la majorité d'entre vous n'ont jamais connu de personnes avec la polio. Alors, aux États-Unis où je vis, je ne connais pas de cas de polio et j'ai été aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Je n'ai pas vu de cas de polio ici aux États-Unis. Alors on pourrait se poser la question, comment c'est arrivé? Est-ce que c'est parce que le virus de la polio n'existe plus aux États-Unis ou au Gabon ou à d'autres endroits où on ne voit pas de cas de polio? Ou est-ce que le vaccin est extrêmement bon? Qu'est-ce qui se passe exactement? La réalité, c'est qu'à cause de l'adoption de la vaccination contre la polio, eh bien aujourd'hui, on peut se réjouir du fait qu'on ne connaît plus la polio autour de nous. Mais je peux vous promettre ceci. Si on décide d'arrêter de systématiquement vacciner les enfants contre la polio, eh bien vous allez voir des cas de recrudescence, ce qu'on appelle la réémergence des cas de polio. D'accord? Et d'ailleurs, les vaccins ont eu tellement de succès que ces vaccins-là ont été victimes de leur propre succès. Parce que des jeunes comme vous n'avaient jamais connu des cas de polio. Des jeunes comme vous n'avaient jamais connu des cas de variole, des cas de varicelle. Et on pourrait se poser la question, ou des oreillons même. On pourrait se poser la question, oui, mais vous nous dites de nous vacciner contre la variole, contre la varicelle, contre la polio, contre les oreillons, alors que nous, on n'a jamais connu de cas d'oreillons. Peut-être que vous êtes juste en train de vouloir nous embêter. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous nous cachez et que vous êtes en train de nous faire. D'accord? Ce sont des vraies discussions qui se passent. Bon, ce sont des discussions qui se passent dans plusieurs endroits du monde, y compris aux États-Unis, où les gens travaillent activement contre l'administration des vaccins parce qu'ils n'ont jamais connu de cas de ces maladies infectieuses autour d'eux. Eh bien, grâce au succès de ces vaccins, on se retrouve à faire la bataille contre les vaccins. Donc, c'est un vrai problème et je vous mets au défi, vous jeunes d'aujourd'hui, de regarder un peu les vaccins dans leurs détails, lisez, documentez-vous, faites des recherches scientifiques et essayez de comprendre si quelqu'un essaie de contrôler, par exemple, la population africaine en administrant des vaccins ou si c'est le cas, bon, qu'est-ce que vous faites, vous, pour dire que je ne veux pas, effectivement, je sais que les maladies infectieuses existent et je ne veux pas que quelqu'un vienne m'injecter des choses dont je ne connais pas l'origine. D'accord? Mais vous savez que les maladies infectieuses existent. La question que moi je vais vous poser, vous qui êtes en biotech, vous qui êtes en biomède, c'est qu'est-ce que vous allez faire, vous en tant que citoyen, pas simplement citoyen gabonais ou d'un autre État, citoyen du monde, qu'est-ce que vous allez faire dans votre responsabilité par rapport à la communauté, de dire que, ok, d'accord, moi je n'accepte pas le vaccin qui vient de Chine, moi je n'accepte pas le vaccin qui vient du Canada, le vaccin qui vient des États-Unis. Vous savez quoi? Moi-même, je vais m'asseoir à la paillasse, je vais regarder ces virus. D'abord, est-ce que ces virus sont réels? Si c'est réel, comment est-ce que je fais pour combattre ces virus-là? Est-ce que je peux utiliser la connaissance que j'ai acquise en immunopathogenèse pour dire que moi, je vais me lancer dans un projet de biotechnologie
pour produire des vaccins que moi-même, je connais la composition, des vaccins dont je connais la composition, d'accord? Et se retrouver comme à l'époque du Covid, où au lieu de faire venir des doses de vaccins d'ailleurs, vous dites au gouvernement gabonais, vous savez quoi? Je suis un expert dans la virologie. Je suis un expert dans la bactériologie. Je suis un expert dans la parasitologie. Eh bien, moi, je vais vous produire un vaccin pour m'assurer que les vaccins qu'on a fabriqués ailleurs ne viennent pas dans nos pays et que nous soyons victimes d'un contrôle externe. Je vous mets au défi, d'accord, d'adopter cette façon de penser pour que réellement vous fassiez partie de ceux-là qui vont trouver des solutions aux problèmes qui minent notre communauté. D'accord? Vous êtes un atout. Je voudrais que vous pensiez cela. Vous êtes un atout et étant un atout, vous allez mettre votre intelligence au service de résoudre les problèmes qui sont autour de nous, comme par exemple les problèmes de vaccins. Alors, revenons à notre cours. Nous avons parlé de la vaccination qui a causé beaucoup de maladies d'être éteintes, d'accord? Comme la polio, par exemple, la variole, ok? Pour ne nommer que ces maladies-là. Alors, il ne faut pas oublier la réémergence des maladies en absence de vaccin. On arrête de vacciner, vous allez voir des cas d'oréon. On arrête de vacciner, vous allez voir des cas de varicelle. On arrête de vacciner, vous allez voir des cas de polio. D'accord? Ça, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Alors, nous avons parlé des vaccins, mais quels sont les types de vaccins qui existent? Nous allons voir les différents types de vaccins qui existent. Avant de rentrer réellement dans les différents types de vaccins, regardons d'abord qu'est-ce qui fait un bon vaccin. Pourquoi est-ce qu'on va adopter un vaccin et dire que celui-là, il est bon? Alors, un bon vaccin doit être sûr. Okay? Vous devez être sûr que ce vaccin-là, il ne va pas me rendre malade. Ce vaccin-là, il ne va pas me causer des effets secondaires. Mais je vais vous dire une chose. Il n'y a pas un seul vaccin. Il n'y a pas un seul vaccin qui n'a pas de risque. Zéro, ça n'existe pas. Tout comme il n'y a pas de médicament qui n'a pas de risque. Zéro, ça n'existe pas. OK? L'idée du magic bullet, le boulet magique, ça n'existe pas. Okay? Je vous le dis en tant que microbiologiste, parce que ça, c'est réellement ma formation. Je suis microbiologiste. Okay? On pourra en parler dans d'autres circonstances. Un bon vaccin doit être sûr. Il doit avoir peu d'effets secondaires. D'accord? Lorsqu'on parle des effets secondaires, eh bien, il y a des effets secondaires qui sont acceptables, il y a des effets secondaires qui ne sont pas acceptables. Par exemple, un vaccin qui peut causer votre mort parce que votre foie est en train de complètement tomber en lambeaux. Non, ce n'est pas un bon vaccin. D'accord? Un bon vaccin doit pouvoir donner une longue protection. Il doit être peu coûteux, donc accessible à monsieur tout le monde. Il doit être stable. Il doit être facile à administrer. Imaginez-vous, un vaccin qui requiert l'injection comparé à un vaccin qui requiert l'administration orale. Parmi les deux, lequel est le plus facile à administrer? Évidemment, vous allez me dire le vaccin oral. Oui, le vaccin oral est facile à administrer. Il ne laisse pas de traces sur le corps,
alors que l'injection va laisser des traces sur le corps. Il faut savoir injecter, donc ça demande une certaine expertise, alors que donner une goutte, ça demande zéro expertise. D'accord? Bref, on a vu c'est quoi un bon vaccin. Je voudrais que vous étudiez. Désolé, je cherche les mots, d'accord? Donc, ça, c'est un peu des conflits dans ma tête entre l'anglais et le français, mais on va s'en sortir. Donc, il y a deux catégories de vaccins. Deux catégories de vaccins. Je veux que vous vous souveniez de cela. Il y a des vaccins atténués et des vaccins inactivés. Je voudrais que vous connaissiez la différence entre les deux. Les vaccins atténués et les vaccins inactivés. Alors, les vaccins atténués sont des agents qui peuvent se multiplier. En d'autres termes, ce sont des agents actifs. J'ai envie de dire vivants. Alors, puisque dans les vaccins atténués, il y a aussi des virus, donc je ne vais pas utiliser le mot vivant. OK? Je vais parler de particules actives. On va dire actives. Donc, certaines sont vivantes, certaines sont actives. D'accord? Ces vaccins atténués, non seulement ils peuvent se multiplier, mais aussi ils produisent une forte réponse immunitaire. D'accord? Maintenant, il faut savoir que parce qu'ils ont la capacité de se multiplier, il y a aussi une certaine possibilité d'infection, de développement de la maladie. Parce que tout va dépendre de l'état de santé de l'individu. D'accord? Si l'individu est immunodéprimé, un vaccin peut très bien être la raison d'une infection. D'accord? Et la personne peut en fait se retrouver dans de mauvais draps à cause d'un vaccin. D'accord? Donc, les vaccins atténués peuvent se multiplier. Par contre, ils provoquent une forte réponse immunitaire, mais ils ont un risque de maladie. Maintenant, les vaccins inactivés. Les vaccins inactivés, ceux-là ne peuvent pas se multiplier. Ils ne peuvent pas se multiplier parce qu'ils ne sont pas actifs. Ils ne sont pas vivants. D'accord? Ça, c'est très important. Et parce qu'ils ne sont pas vivants, ils sont inactivés, désolé, ils vont produire une faible réponse immunitaire. Par contre, le gros avantage, c'est que ces vaccins inactivés ne peuvent pas conduire à une maladie. Techniquement. D'accord? Parce que tout dépend aussi de la préparation. D'accord? Donc, il n'y a pas de risque de maladie avec les vaccins inactivés. Donc, faites très bien attention à tout ce que je vous raconte. D'accord? Prenez bien les notes parce que tout ce que je vous dis là, c'est des choses sur lesquelles vous serez examiné. Je vous serai testé. D'accord? Tout cela, ça va faire partie de l'examen. OK? Alors, cette diapositive est là en résumé. Et ce résumé est très important pour retenir ce que vous devez retenir par rapport aux vaccins atténués et aux vaccins inactivés. Donc, au niveau des caractéristiques, donc nous avons les vaccins atténués et les vaccins inactivés. Exemple de vaccins atténués, vous avez des virus qui sont atténués, vous avez des bactéries qui sont atténuées, d'accord? Les vaccins inactivés, vous avez des agents entiers de virus ou de bactéries qui sont complètement inactivés. Vous avez des anatoxines. Vous avez des sous-unités, des vaccins qui constituent des sous-unités.
d'accord, vous avez des particules pseudo-virales. En fait, je vais expliquer ces particules pseudo-virales lorsque nous allons aborder les types de vaccins type par type. On verra ça un peu plus tard. Vous avez des polysaccharides, vous avez des conjugués, et puis vous avez les voies d'administration des vaccins. Ces voies d'administration des vaccins, pour les vaccins atténués, vous avez des injections, vous avez la voie d'administration orale ou nasale. 3 voies possibles d'administration. Les vaccins inactivés ne peuvent être qu'injectés. Les vaccins inactivés ne peuvent être qu'injectés. D'accord? Est-ce que, sur la base du type de vaccin, les vaccins ont besoin d'adjuvants? Et c'est quoi un adjuvant? Nous allons adresser ça un peu plus tard lorsque nous allons adresser les types de vaccins. Alors, certains vaccins ont besoin d'adjuvants, certains n'ont pas besoin d'adjuvants. Les vaccins atténués n'ont pas besoin d'adjuvants. Ça a du sens parce que ces vaccins sont des vaccins atténués, c'est des particules actives, d'accord? Elles sont simplement moins virulentes que la forme sauvage, si vous voulez. Par contre, les vaccins inactivés peuvent nécessiter des adjuvants. La réponse anticorps ou bien la réponse mémoire. Est-ce qu'il y a réponse mémoire ou pas? Les atténués produisent des IgG et des IgA qui sont sécrétés, d'accord? Alors que les vaccins inactivés ne produisent que des IgG. Qu'en est-il de la réponse immunitaire à médiation cellulaire? Les vaccins atténués vont produire une bonne protection sur la base d'une réponse à médiation cellulaire, alors que les vaccins inactivés vont produire une faible réponse. Pourquoi exactement est-ce qu'elles vont produire une faible réponse? C'est très simple. Vous avez des fragments ici et vous devez partir au mécanisme de la réponse immunitaire lorsque les antigènes sont simplement en train de flotter dans le corps. D'accord? Bon, on n'a pas trop de temps, donc je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Donc, je vais vous laisser le temps de regarder les caractéristiques par type, d'accord? Les vaccins atténués et les vaccins inactivés. Prenez le temps d'éplucher ce tableau et apprenez chacune des informations ici. Alors là, nous allons adresser les vaccins type par type. Le premier type que nous allons adresser, ce sont les vaccins atténués. Là, je voudrais que vous vous posiez beaucoup de questions. Okay? Je voudrais que vous vous posiez beaucoup de questions parce que c'est en vous posant ces questions-là que vous allez réellement maîtriser l'information. Les vaccins atténués sont des formes atténuées de pathogènes. Ce sont des pathogènes, d'accord? Donc, on parle de formes actives de bactéries, par exemple, forme active de virus. Par contre, ces virus, ces bactéries sont rendus moins pathogènes, donc atténués. Alors, la question que vous devez vous poser, c'est comment est-ce qu'on fait pour produire un vaccin atténué? Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On cultive les agents infectieux dans des conditions qui favorisent des mutations. Ça, c'est la réponse. On cultive les agents infectieux dans des conditions qui favorisent des mutations ou alors
nous pouvons modifier génétiquement l'agent infectieux de telle sorte qu'il perde de la virulence tout en gardant l'immuno... comment on appelle ça en français? Tout en étant capable de stimuler le système immunitaire. Voilà. Tout en étant capable de stimuler le système immunitaire. Donc, on va modifier l'agent pathogène génétiquement de telle sorte qu'il perde la capacité de rendre malade, tout en stimulant le système immunitaire pour qu'il y ait une réponse immunitaire cellulaire et une réponse immunitaire à base d'anticorps. D'accord? Donc, que ça soit par la méthode de modification génétique ou par la méthode de développement des mutations, les deux conduisent à des formes moins pathogènes. Qu'à cela ne tienne, bien qu'on parle de formes pathogènes, il faut savoir que ça, ce sont des particules actives, donc ils peuvent se multiplier. Gardez-le à l'esprit. Donc, alors c'est très important de discuter la manière dont on produit les vaccins. D'accord? Donc, je voudrais que vous alliez faire des recherches et, en fait, essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait pour rendre un agent pathogène atténué en induisant des mutations, en modifiant génétiquement l'agent pathogène. Alors, quels sont les avantages des vaccins atténués? Les avantages, c'est qu'en général, vous pouvez donner une seule dose. Une seule dose est assez pour induire une réponse. Mais une seule dose n'est pas systématique, bien entendu. OK? Non seulement une seule dose est donnée pour induire une réponse, mais en plus, la réponse est durable. OK? La question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'une seule dose est nécessaire ou du moins est assez pour pouvoir donner une protection. Ça, c'est une. Deux, pourquoi est-ce que cette protection est durable? OK? Qu'est-ce qui fait que cette protection soit durable? Je veux que vous vous posiez cette question-là et que vous cherchiez des réponses à ces questions-là. Donc, l'autre avantage, c'est que un agent atténué peut en fait causer des personnes qui n'ont jamais reçu de vaccin, en fait, de se protéger de manière accidentelle. OK? Et la question, c'est comment est-ce possible que quelqu'un puisse en fait être immunisé de manière accidentelle? Cette personne n'a jamais été vaccinée, enfin. Cette personne n'est jamais allée à la PMI, OK, à l'hôpital, pour se faire vacciner, mais la personne est protégée et vaccinée. Comment est-ce possible? D'accord? Ça, c'est une question que je vous pose, mais la réponse, je vais vous le dire, c'est que l'agent est capable de se multiplier. Et parce que l'agent est capable de se multiplier, ça peut se passer d'une personne A à une personne B. OK? Ça peut partir de Bekal à, on va dire quoi? À Ovono, à Mombo, à Kinga et à n'importe qui d'autre, quoi. D'accord? Alors, quels sont les inconvénients? Et encore une fois de plus, vous allez remarquer que je me répète beaucoup. D'accord? Je voudrais que vous reteniez l'information. Quels sont les inconvénients?
ces vaccins peuvent provoquer des maladies chez des personnes immunodéprimées. Je voudrais que vous vous souveniez de cela. D'accord? Peut occasionnellement regresser ou muter pour devenir pathogène. En d'autres termes, vous vous souvenez que lors de la préparation du vaccin, on a cultivé l'agent infectieux dans des conditions qui sont favorables aux mutations pour que l'agent devienne atténué. Les mécanismes par lesquels les mutations peuvent se passer pour devenir atténuées, par les mêmes mécanismes, cet agent peut revenir et devenir pathogène. C'est pour ça que c'est très important de toujours contrôler les souches. D'accord? On ne peut pas juste dire que cette souche-là, on l'utilise depuis 20 ans, depuis 50 ans, depuis 100 ans. On va continuer à l'utiliser telle qu'elle? Non, il faut toujours un contrôle qualité. Et c'est en faisant le contrôle qualité qu'on va savoir que cette souche qu'on a reçue de Belgique, en fait, elle n'est plus telle qu'elle était. Elle a changé. Et c'est comme ça qu'on a plusieurs formes de BCG. Le bacillus, le bacille de Calmette et Guérin. BCG. D'accord? Le vaccin contre la tuberculose. Il existe plusieurs formes de BCG à travers le monde. Il n'y a pas une seule forme de BCG. D'accord? Il y a plusieurs formes de BCG. Et d'ailleurs, j'ai fait ma thèse sur la tuberculose, donc je peux vous parler de ça pendant toute la journée. Mais qu'à cela ne tienne, revenons en arrière. OK? Donc, aussi, parmi les inconvénients, ces vaccins atténués sont généralement déconseillés aux femmes enceintes parce que les femmes enceintes sont immunodéprimées. D'accord? On peut parler des détails de comment, en fait, la femme enceinte se retrouve immunodéprimée parce qu'elle est enceinte. Il existe des mécanismes moléculaires entre la maman, la mère et le fœtus. Le fœtus fait des choses pour que la mère accepte ce fœtus-là et que la mère ne rejette pas le fœtus. Parmi ces choses que le fœtus fait, c'est de causer la mère de développer une certaine tolérance. Et cette tolérance-là est une sorte d'immunodépression. D'accord? Il y a aussi des mécanismes qui viennent directement de la mère, mais on ne va pas développer dans ça. OK. Ensuite, les vaccins atténués, généralement, vont nécessiter d'être réfrigérés. Pourquoi est-ce que vous pensez que les vaccins atténués ont besoin d'être réfrigérés? Je vous pose cette question-là. Prenez le temps de réfléchir. OK? La réponse, ce sont des particules actives, des particules capables de se multiplier. Donc, pour maintenir leur intégrité, il faut les réfrigérer. D'accord? Autrement, elles peuvent se dégrader. Les vaccins, ils peuvent se dégrader. Alors, quels sont les exemples de vaccins atténués? Oh, je voudrais que vous connaissiez ces exemples-là. La rougeole est un exemple de vaccin atténué. Les oreillons, la rubéole, la varicelle, la fièvre jaune, le rotavirus, c'est tous des exemples de vaccins atténués. Alors, nous allons passer maintenant à d'autres types de vaccins. Ce sont les vaccins inactivés. OK?